Bonjour à tous. Alors effectivement, j'essaie de ne pas montrer mon âge, mais ça fait un petit peu trop longtemps que je travaille sur le sujet de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu l'état de l'art, et puis un petit peu d'histoire, et puis surtout les défis de la décennie à venir pour faire des progrès significatifs en intelligence artificielle. Alors, une grande partie de l'intelligence artificielle aujourd'hui est basée autour de l'apprentissage automatique et est inspirée de la biologie. Mais juste inspirée, c'est-à-dire pas copiée. Il faut se méfier de copier la biologie de trop près, parce que si on la copie sans la comprendre, ça limite l'influence qu'on peut avoir sur le monde. Le meilleur exemple de ça est français. Si vous n'êtes pas allé encore, si vous n'avez jamais visité le musée du Conservatoire national des arts et métiers, je vous conseille de le faire. Il y a cette magnifique reproduction de la maquette de l'avion 3 de Clément Ader. Donc Clément Ader était un bricoleur de génie dans la fin du 19e siècle. Il a construit un avion qui a décollé par ses propres moyens en 1890, donc 13 ans avant les frères Wright. Mais il est complètement inconnu à l'extérieur de la France. Vous prononcez son nom à l'extérieur de la France, personne n'a jamais entendu parler de Clément Ader. En France, on le connaît bien sûr. Et la raison, c'est que ces travaux n'ont pas eu de suite. Ils n'ont pas eu de suite pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il avait effectivement construit un avion qui a décollé, mais cet avion était incontrôlable. Il avait en fait copié la biologie un petit peu de trop. Il s'était inspiré des chauves-souris pour construire son avion, mais sans vraiment s'occuper des problèmes de contrôlabilité, stabilité, etc. Et puis la deuxième, c'est qu'il était un petit peu secret, c'est-à-dire qu'au lieu de révéler au monde ses travaux, il n'a montré qu'à quelques personnes, donc il y a très peu de traces, même la validité de ses essais en fait a été très discutée. Et donc c'est une leçon à retenir, c'est que si on fait de la recherche en secret, elle n'a aucun impact, il faut faire de la recherche ouverte, et c'est ce qu'on fait à Facebook. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas coller de trop près à la biologie sans comprendre les principes qui sont derrière, parce que du coup, en fait, on fait des bêtises. On ne sait pas ce qui est important, on ne sait pas ce qu'on doit reproduire comme mécanisme. Donc s'inspirer de la biologie, c'est bien, mais il faut savoir en sortir. Donc si on regarde par exemple le cerveau humain, c'est une espèce d'ordinateur biologique, si vous voulez, dont la puissance est bien supérieure, ou l'efficacité en tout cas est bien supérieure à ce qu'on a avec la technologie d'aujourd'hui. Donc on n'essaie pas de copier le cerveau, mais on s'en inspire. Et les systèmes d'apprentissage aujourd'hui sont inspirés du cerveau à un degré très conceptuel, abstrait. Donc les premiers travaux sur la question datent des années 40 et 50 et sont peut-être bien représentés par le modèle de ce qu'on appelle le perceptron, qui date de la fin des années 50, qui était une reproduction des mécanismes d'apprentissage dont on faisait l'hypothèse qu'elles existaient dans le cerveau, qui consiste à modifier l'efficacité des connexions entre les neurones dans le cerveau, et c'est le siège de l'apprentissage. Il y a beaucoup de travaux sur la question, dont certains ont eu un impact énorme. Les gens qui ont travaillé là-dessus ont reçu le prix Nobel, etc. Et ça a eu un gros impact aussi sur la technologie. Pas pour la construction de machines intelligentes. En fait, on s'est aperçu très vite, en moins de 10 ans, que ces approches étaient très limitées, mais plutôt pour les technologies qu'on utilise maintenant pour le traitement de signal, pour les communications, etc. Donc, les héritiers du perceptron, en fait, ne sont pas seulement les machines à apprentissage dont on parle aujourd'hui, mais sont aussi les systèmes de communication et de filtrage des téléphones portables, etc. Donc, ça a eu un gros impact, en fait, qui est un petit peu indirect. Et ce qu'a permis le perceptron, en fait, ce qu'il a un petit peu inauguré, c'est la technique d'apprentissage automatique qu'on utilise quasiment universellement aujourd'hui, qui s'appelle l'apprentissage supervisé. Alors, en quoi consiste l'apprentissage supervisé? On a une machine qui est en fait un programme paramétré, donc un programme avec des tas de boutons qu'on peut ajuster. Ces boutons, en fait, correspondent à des coefficients qui sont des efficacités de connexion entre neurones simulés, très simplifiés. Et la manière dont on entraîne la machine, c'est par exemple, si on veut l'entraîner à distinguer des voitures d'avions, on lui montre un exemple d'une image de voiture, on lui demande quelle est la sortie, est-ce que c'est une voiture ou un avion? Si elle dit voiture, on fait rien. Si elle dit avion ou autre chose, on ajuste les paramètres de manière à ce que la sortie se rapproche de celle qu'on veut.
D'accord? Donc on donne la sortie à la machine, et puis elle s'ajuste pour se rapprocher de la sortie qu'on veut. Ensuite, on montre une image d'un avion, on ajuste encore un peu, une voiture, on ajuste encore un peu, etc. On montre des milliers d'images de chaque exemple, et à la fin, les paramètres s'ajustent pour pouvoir reconnaître n'importe quel avion, n'importe quelle voiture sur laquelle la machine est entraînée. Mais la magie du système, c'est que si le système est bien construit, il peut aussi reconnaître des exemples qu'il n'a jamais vus. C'est ce qu'on appelle la propriété généralisation. Donc c'est ce principe d'apprentissage supervisé qu'on utilise beaucoup dans toutes les applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui utilisent un autre principe dont je vais vous parler plus tard. Alors aujourd'hui, l'apprentissage automatique, ça veut dire l'apprentissage profond, le deep learning en anglais. Et l'apprentissage profond a permis d'utiliser cet apprentissage supervisé pour des applications très très utiles dans le monde d'aujourd'hui, avec des performances qui, depuis quelques années, en fait, ont fait d'énormes progrès. Donc, par exemple, pour la reconnaissance de la parole, la traduction du signal de parole en mots, pour la catégorisation d'images, la reconnaissance d'objets dans les images et leur localisation, la reconnaissance de visage, la production de légendes pour des photos, la classification de sujets, de textes, etc. Et pourquoi on appelle l'apprentissage profond l'apprentissage profond? C'est tout simple. C'est à cause du fait que la machine, en fait, est construite son architecture interne, si vous voulez, enfin c'est une architecture logicielle, hein. Le calcul pour passer de l'entrée à la sortie consiste en une succession d'étages. Tous ces étages sont entraînables, c'est-à-dire que la machine est entraînée de A à Z, de bout en bout, pour réaliser la fonction qu'on veut d'elle, mais tous les étages sont entraînables. Alors ça, c'est une différence par rapport aux approches précédentes, telles que le perceptron et tout un tas de méthodes qui ont été utilisées jusqu'à présent. C'est qu'en général, le premier étage d'une machine à apprentissage est fait à la main, c'est-à-dire qu'il n'est pas entraîné. Il faut réfléchir à comment encoder une image, par exemple, pour extraire les caractéristiques qui sont intéressantes pour la tâche qu'on veut réaliser. Et c'est une tâche très difficile, en fait, et pas très efficace. Et puis ensuite, traditionnellement, on branchait une petite méthode d'apprentissage au-dessus, qu'on appelle un classifieur. Mais cette méthode est très limitée. Et ce qui a permis le deep learning, c'est d'entraîner la machine de bout en bout. Alors, il y a un gros avantage, c'est que ça marche vraiment très bien. C'est que ça permet d'entraîner des systèmes sans avoir besoin de beaucoup d'expertise de la part des gens qui conçoivent le système sur le domaine auquel on l'applique. Mais c'est un gros inconvénient, c'est que c'est très gourmand en données. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de données pour entraîner le système. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces boîtes ? Et c'est là que le deep learning est vraiment intéressant et simple. C'est ce qu'on met dans ces boîtes, c'est des opérations très très simples. Ça consiste à faire des multiplications, des additions et des comparaisons. C'est tout ce qu'il y a dans un système de deep learning. Donc c'est ça qui permet en fait de réaliser ces systèmes sur des processeurs qui sont faits pour le calcul numérique et qui sont très efficaces pour ce faire. Donc très généralement, les systèmes de deep learning tournent sur des GPU, des processeurs graphiques, qui sont au départ faits pour le rendu graphique, mais qui sont en fait très efficaces pour le calcul numérique. Donc un réseau de neurones multicouches, un système de deep learning, va consister en une succession de couches de deux types en gros. Le premier type, c'est une opération linéaire, c'est-à-dire que si on imagine qu'une image ou un signal est représenté par une liste de nombres, un vecteur, on va multiplier ce vecteur par une matrice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre toutes les composantes de ce vecteur, on va les pondérer par des coefficients, donc c'est ça qu'on va ajuster durant l'apprentissage, calculer une somme pondérée de ces composantes du vecteur par les coefficients, donc simplement une somme pondérée. On va comparer cette somme pondérée à un seuil. Si c'est en dessous de 0, on sort 0. Si c'est au-dessus de 0, on sort le nombre en question. Donc une succession de deux opérations, une somme pondérée avec des coefficients entraînables, et ensuite une non-linéarité qui est très simple, donc qui est représentée dans le graphe que vous voyez en haut à droite. Et puis on alterne ces deux couches d'opérations linéaires, donc somme pondérée et non-linéarité point par point. Linéarité, non-linéarité, linéarité, non-linéarité. On peut empiler une vingtaine, une cinquantaine de couches de ce type-là, et puis entraîner le système de A à Z, de bout en bout, avec une méthode dont je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est les seules équations de mon speech, mais je ne vous demande pas de les lire ou de les comprendre, qui s'appelle la rétropropagation de gradient.
qui a été popularisé au milieu des années 80, mais en fait, les principes de base existaient depuis longtemps. C'est basé sur des concepts mathématiques extrêmement simples qu'on apprend en dernière année de lycée ou en première année d'université, qui est la règle de dérivation des fonctions composées, et qui permet, en fait, par une rétropropagation de signaux à l'intérieur du réseau, de calculer la sensibilité de la sortie par rapport à chaque paramètre. Donc, ce que nous donne cette procédure, c'est une indication de la direction et de l'amplitude avec laquelle il faut modifier chaque paramètre, donc chaque coefficient de toutes les sommes pondérées dans le système, de manière à ce que la sortie se rapproche de la sortie qu'on veut. Donc, on montre une image, on lui donne la réponse qu'on veut, on rétropropage les gradients, donc ça nous donne une indication de comment changer tous les coefficients dans le système pour que la sortie se rapproche de celle qu'on veut, et puis on modifie un tout petit peu les coefficients, puis ensuite on monte l'image suivante, etc. Et au fur et à mesure, cette méthode converge vers une solution qui minimise la différence entre la sortie qu'on veut et la sortie produite par le système moyennée sur des millions d'exemples. Alors la question suivante qu'on peut se poser, c'est qu'il faut un petit peu spécialiser l'architecture de comment on connecte ces neurones les uns avec les autres. Et à la fin des années 80, j'ai commencé à travailler sur un concept qui est un petit peu inspiré de la biologie encore, qui s'appelle les réseaux convolutifs, et qui est un petit peu inspiré de l'architecture du cortex visuel, de ce qu'on connaît l'architecture du cortex visuel. Donc, dans les années 60, Hugo et Wiesel, qui ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux, ont un peu exploré la structure du cortex visuel chez les chats et d'autres animaux, d'autres mammifères, et sont aperçus que les neurones étaient connectés à une petite zone qu'ils appellent un champ récepteur dans le cortex visuel, et que ces neurones étaient répliqués un petit peu partout. Alors, quelques chercheurs, dont un certain Kuniko Fukushima au Japon, ont essayé de faire des modèles informatiques en fait de ces systèmes. Donc il a produit un modèle qui s'appelle le néocognitron, qui est représenté en bas à gauche ici. Et moi j'ai lu ça quand j'étais encore étudiant, donc au début des années 80, et ça m'a beaucoup inspiré. Et en combinant en fait des idées de base de l'architecture du Hubbell et Wiesel, du néocognitron et l'algorithme de rétropropagation qui est apparu un petit peu après, auquel j'ai aussi contribué, je suis arrivé à cette architecture qu'on appelle réseau convolutif, qui est en fait une sorte de réseau de neurones adapté à la reconnaissance d'images, mais pas seulement à la reconnaissance d'images, adapté à la reconnaissance de signaux naturels qui arrivent sous forme d'un tableau de nombres, quel qu'il soit, un tableau unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel, quadridimensionnel, enfin bon, peu importe. Donc voilà un petit exemple d'un vieux réseau convolutif des années 89. Et donc ce qui est représenté ici, on voit des espèces d'images là, donc chaque étage est une couche en fait, et chaque pixel de chaque image représente l'activation d'un espèce de neurone simulé dans ce réseau, et chaque neurone est connecté à une petite zone dans la couche précédente. Alors on peut entraîner tout ça par rétropropagation avec quelques ruses. Il y a une autre opération dont je ne vous ai pas parlé, mais je voulais l'expliquer sur cette petite animation. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'image d'entrée, la première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche. Il y en a quelques autres après que je n'ai pas représenté. Et ce qui est important ici, c'est que la fonction qui est réalisée par ce système est équivariant par translation, ce qui veut dire que quand on translate l'entrée, le résultat se translate aussi. Et alors il y a une autre opération ici dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'opération de pooling ou d'agrégation, qui consiste à prendre les activations d'un petit paquet d'unités dans cette couche pour calculer la sortie d'une unité dans cette couche-là. Donc ça consiste à faire un maximum ou une moyenne, quelque chose comme ça, passer le résultat par une non-linéarité, et surtout sous-échantillonner le résultat pour créer une image qui a une résolution plus faible que celle d'entrée. Ce qui veut dire que quand cette image se déplace de 2 pixels, celle-là se déplace que d'1 pixel, et puis celle-là va se déplacer d'1 demi-pixel. Donc au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, on augmente le nombre de ces cartes. Chaque carte ici a un ensemble de poids pour calculer les sommes pondérées des entrées différents. La représentation de l'image en fait devient de plus en plus abstraite, si vous voulez, et de plus en plus facile en fait à gérer pour les couches suivantes qui vont essayer de reconnaître la forme sans se préoccuper de sa position ou de sa forme exacte, mais en étant robuste à des petites déformations. Alors très rapidement, on s'est aperçu que
ces systèmes-là, en fait, pouvaient reconnaître non seulement des images individuelles, mais aussi des ensembles d'objets, des objets multiples, sans avoir à faire leur segmentation préalable, c'est-à-dire qu'on pouvait simplement montrer un mot complet à un système, et puis il arrivait à identifier la séquence de mots sans avoir à séparer les lettres au préalable. Et ça, c'est devenu très important en fait par la suite pour permettre d'utiliser ces systèmes pour la reconnaissance d'objets ou la détection d'objets dans les images naturelles. Donc ça, c'est l'histoire un petit peu ancienne. Au milieu des années 90, on a créé des systèmes à partir de ça qui pouvaient reconnaître des caractères, par exemple, lire les montants sur les chèques. Et à la fin des années 90, on a produit des systèmes qui lisaient environ 10 à 20% des chèques produits aux États-Unis. Ces systèmes ont été déployés en France aussi par le Crédit Mutuel de Bretagne dans ses distributeurs de billets automatiques qui pouvaient lire les chèques aussi. Donc ça, c'était fin des années 90. Et puis, il y a eu une période noire des réseaux neurones où les gens se sont désintéressés un peu de ces méthodes-là, malgré leur succès. Parce que les méthodes étaient un petit peu difficiles à mettre en œuvre, nécessitaient d'écrire beaucoup de logiciels, et peu de gens étaient prêts à manger le morceau. Donc, à la fin des années 90, en fait, j'ai arrêté de travailler là-dessus. J'ai travaillé un petit peu plutôt sur la compression d'images. Et puis, j'y suis revenu au début des années 2000. Donc, c'est un projet ici sur lequel on a travaillé avec des collaborateurs d'une petite compagnie dans le New Jersey qui s'appelait Netscale Technologies, pour essayer de montrer qu'on pouvait utiliser l'apprentissage automatique pour conduire un petit robot. Donc c'est un espèce de petit camion télécommandé avec 2 caméras. Et puis ça, c'est du point de vue de ce robot. Il se conduit tout seul en évitant les obstacles. Et ce robot a été entraîné par entraînement par imitation, c'est-à-dire qu'on a demandé à une personne de conduire le robot pendant à peu près 2 heures. Et cette personne était instruite pour aller tout droit jusqu'à ce que le robot arrive à moins de 2 mètres d'un obstacle. Et le pilote humain faisait tourner le robot d'un côté ou de l'autre pour éviter l'obstacle. Alors, la manière dont ça marche, c'est qu'on présente les 2 images à la machine, on fait passer ça dans le réseau de neurones, et on demande à la machine de prédire l'angle de volant que le conducteur humain aurait suivi. Donc c'est l'apprentissage ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation. Et puis bon, ensuite on laisse le robot se conduire tout seul et puis il arrive à éviter les obstacles. Alors on a montré ça à des directeurs de programme à la DARPA qui ont dit c'est intéressant, on va démarrer un programme sur les techniques d'apprentissage appliquées au pilotage de robots dans la nature. Donc c'est pas pour des voitures, mais c'est pour la nature. Et ça a résulté dans ce programme, Lager, qui est ça veut dire Learning Applied to Ground Robots. Et ce petit robot, en fait, on a inauguré une technique qui s'appelle la segmentation sémantique, qui consistait à entraîner un réseau à étiqueter chaque pixel dans l'image avec la catégorie de l'objet auquel ce pixel appartient. Donc en particulier, savoir si une zone de l'image est traversable ou non traversable. En fait, on n'a pas besoin d'étiqueter ces images à la main parce qu'on peut obtenir ces étiquettes à partir d'un système de vision stéréo, avec plusieurs caméras. Mais ces systèmes de vision stéréo ne marchent que jusqu'à 10 mètres environ, et on a besoin de voir beaucoup plus loin pour arriver à planifier une trajectoire. Donc on entraîne un réseau convolutif à faire ça. Et au bout d'un certain temps, à force de se conduire dans la nature et d'éviter les obstacles avec la stéréo, le réseau de neurones apprend en fait à distinguer les obstacles et non-obstacles, et puis à utiliser ces classifications pour construire une carte de l'environnement et ensuite se conduire tout seul dans cet environnement. Donc ce qu'on constate, c'est que c'était donc ce projet s'est déroulé entre 2004 et 2009, 2004-2008 environ. Et à l'époque, on n'avait pas les GPU qu'on a maintenant ou les ordinateurs qu'on a maintenant. Donc ce sont des ordinateurs assez peu puissants en fait qui sont dans le ventre de ce robot. Mais il arrive quand même à se conduire tout seul malgré qu'il soit très nettement embêté par ses étudiants en doctorat, qui n'ont pas peur de se faire renverser par le robot ou de se faire casser leurs jambes parce que c'est eux qui ont écrit le code. Tous les deux travaillent à Google maintenant en recherche en robotique.
Donc, en généralisant un petit peu ce système, on s'est aperçu qu'on pouvait étiqueter non seulement des régions d'image pour la traversabilité par un robot, mais on pouvait aussi identifier les objets. Donc, c'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique. Donc, c'est un petit peu ce qui a suivi le projet précédent. Et très rapidement, on a réussi à construire des systèmes qui tournaient presque en temps réel et qui permettaient d'étiqueter chaque pixel dans une image avec l'identité de l'objet auquel elle appartient. Alors, c'était pas parfait, ça a fait beaucoup de progrès depuis, mais on pouvait faire tourner ça à peu près 20 images par seconde avec une implémentation de ce système sur FPGA, donc ce sont des chips configurables, si vous voulez. Donc aux alentours de 2013-2014, j'ai commencé à parler de ça un petit peu partout, et puis l'idée a été reprise par des gens qui travaillaient sur les voitures autonomes, en particulier Mobileye, qui est une compagnie israélienne qui a été depuis rachetée par Intel, et qui a utilisé ces techniques de segmentation sémantique pour construire ces systèmes de pilotage automatique pour les voitures. C'est le système qu'ils ont vendu à Tesla. Donc les Tesla modèle 2015 et début 2016 utilisaient le système de Mobileye. Puis ensuite, les deux compagnies ont divorcé. Donc Tesla a dû construire un système équivalent par eux-mêmes, mais tout le monde utilise des réseaux convolutifs, donc ça a eu un gros impact pour ce genre de choses. NVIDIA aussi a commencé un projet sur la question. Mais en revenant un petit peu en arrière, en 2012, fin 2012, il y a eu une compétition, ImageNet, dans laquelle un réseau convolutif construit par nos collègues de l'Université de Toronto, donc ils ont été les premiers à avoir une réalisation des réseaux convolutifs vraiment efficaces sur les GPU, et ils ont entraîné un énorme réseau de neurones, énorme pour l'époque en tout cas, pour aujourd'hui plus trop, qu'ils ont entraîné sur cette base de données ImageNet qui était la première à avoir plus d'1 million d'exemples d'entraînement, 1000 catégories d'objets, etc. Et ils ont battu les méthodes précédentes à plat de couture. Donc la performance des systèmes, donc les taux d'erreur de ces systèmes en 2010-2011 étaient de l'ordre de 28-26%. Et à partir de 2012, avec ces premiers réseaux convolutifs de grande taille, l'erreur est tombée à 16%. L'année suivante, 11%, l'année suivante, 7%, et puis maintenant, c'est à moins de 3%, et en fait, c'est plutôt meilleur que la performance humaine, en fait, sur cette base de données. Ce qui ne veut pas dire que ces systèmes ont des performances surhumaines, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait eu un tel progrès, et tout ça est dû, en fait, à une espèce d'inflation et augmentation de la taille de ces réseaux de neurones et du nombre de couches qu'on utilise. Donc les réseaux utilisés maintenant ont typiquement une centaine de couches. Ils sont utilisés tous les jours par Facebook, par Google, par Microsoft, par IBM, par tout le monde en fait. Alors il y a eu un petit progrès ces dernières années, donc ces derniers mois en fait, c'est un résultat obtenu à Facebook où on est un petit peu, on voudrait bien pouvoir utiliser beaucoup de données sans avoir à les étiqueter manuellement au préalable. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris 3,5 milliards d'images d'Instagram. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un réseau de neurones assez gros à prédire les hashtags que les gens utilisent pour étiqueter leurs images. Alors les hashtags, bien sûr, c'est pas très fiable, hein, ça n'indique pas forcément ce qu'il y a dans l'image. Mais on peut entraîner un réseau de neurones à prédire les hashtags, donc c'est pas très précis, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet au réseau de neurones en fait de développer une espèce de représentation des images qui est un petit peu universelle et qui qui lui permettrait ensuite de reconnaître n'importe quel objet dans n'importe quelle image si on l'entraîne avec un petit nombre d'images. Donc on entraîne ce système avec 3,5 milliards d'images sur des hashtags. Et ce que ça nous donne, c'est en fait un record de performance, de précision sur ces bases de données telles que ImageNet et d'autres, grâce à ce pré-entraînement en fait. On appelle ça le transfer learning en anglais, donc apprentissage par transfert. Une technique qui a fait beaucoup de progrès, donc c'est aussi des travaux qui ont été faits à Facebook en Californie ces 2 dernières années. Une technique qui s'appelle Mask RCNN, qui permet non seulement de reconnaître des objets, mais aussi de les localiser et d'en dessiner le contour. Donc voilà un exemple de résultat où ce système non seulement identifie le fait qu'il y a des personnes, mais en fait peut identifier la zone de chaque personne, les battes de baseball, le chien qui est en bas, les verres de vin et la bouteille de vin, c'est important qu'on ait en France, etc. Il peut identifier les backpacks, les parapluies, compter les moutons. Les performances des systèmes sont vraiment extraordinaires.
On a un petit peu battu des records. Et ce qui est intéressant, c'est que on arrive à compresser les réseaux de telle manière à les faire tourner en temps réel sur des téléphones portables. Donc ça, il n'y a pas de triche ici, malgré la mauvaise taille de la vidéo. Ça tourne à cette vitesse-là, donc une vingtaine d'images par seconde sur un téléphone portable récent pour l'estimation de pose de corps humain. Et tout ça est open source. C'est-à-dire que ce système de vision s'appelle Detectron, produit par Facebook, et on peut le télécharger, on peut l'utiliser, on peut le réentraîner pour sa propre application si on veut. Tout ce qu'on fait, en fait, est distribué en open source. Ce que ça permet de faire, c'est d'essaimer le reste de la communauté de recherche pour construire au-dessus de nos travaux et réciproquement. Et donc, ça fait progresser le domaine plus rapidement. Et ce qui nous intéresse, c'est que la technologie progresse rapidement pour qu'on puisse déployer des nouveaux services qui soient intéressants pour les utilisateurs de Facebook. Les réseaux convolutifs aujourd'hui à Facebook sont utilisés à très large échelle. Les utilisateurs de Facebook téléchargent environ 2 milliards de photos par jour. Et chacune de ces photos, moins de 2 secondes après avoir été téléchargée, est reconnue par 4 systèmes différents de reconnaissance d'image. Un qui filtre la violence et la pornographie, un qui identifie les objets dans les images, un qui produit des descriptions d'images pour les non-voyants, et puis ces systèmes d'identification, en fait, sont... et puis un qui reconnaît les visages pour le tagging automatique de vos amis. Donc ça a une grosse influence, en fait, sur ce que Facebook peut vous montrer chaque jour, vous montrer des images qui sont susceptibles d'être les plus intéressantes. Un autre travail dans le même genre d'idée s'appelle DancePose. Donc c'est un travail très récent qui utilise MassCRCNN, qui a été fait à Facebook AI Research à Paris, dans notre laboratoire parisien, qui est d'ailleurs le plus gros de tous ceux qu'on a dans le monde, dans lequel ici on peut, en temps réel, calquer un espèce de modèle 3D sur les gens qui se déplacent et puis effectivement leur enlever leurs vêtements ou subtiliser le vêtement par un autre. On utilise aussi les réseaux convolutifs pour la traduction, c'est aussi open source tout ça. Donc pour la traduction, ça semble un petit peu bizarre. C'est un système qui a été à l'origine fait pour les images. Pourquoi l'utiliserait-on pour la traduction? Mais en fait, ça marche assez bien pour la traduction. Bon, ça fait beaucoup de progrès aussi. Les technologies évoluent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça marche vraiment bien. Donc beaucoup d'applications de ces réseaux convolutifs dans tout un tas de domaines. Beaucoup de gens les utilisent maintenant pour la perception en robotique. C'est utilisé en physique des hautes énergies pour la classification des trajectoires de particules. Et il y a de nouvelles applications qui apparaissent tous les jours, dont certaines me surprennent énormément. Mais probablement, un des impacts les plus gros va être en médecine, particulièrement en analyse d'images médicales pour le dépistage de cancer, pour le dépistage de mélanome, par exemple. Donc, c'est les travaux de Stanford ici. Ça, c'est les travaux de NYU, donc l'université où j'enseigne. Beaucoup de travaux sur la question. En fait, l'application de deep learning et de réseaux convolutifs à la radiologie est un des sujets les plus chauds en radiologie en ce moment. Et puis, bien sûr, la conduite automatique. Alors ça, ce sont nos collègues de NVIDIA qui ont entraîné un système. Donc, ce sont les mêmes gens, en fait, avec qui j'avais collaboré pour le petit robot, les 2 robots dont j'ai parlé précédemment. Leur boîte a été rachetée par NVIDIA. Donc, maintenant, ils travaillent sur les voitures autonomes. Ils ont un petit labo dans le New Jersey. Et ils ont entraîné cette voiture par imitation, donc en regardant quelqu'un conduire pendant 3000 heures, je ne sais pas combien. Et cette voiture peut se conduire pendant, disons, une quinzaine de kilomètres sans avoir besoin d'intervention humaine. Et c'est beaucoup plus difficile de conduire dans des petites routes locales du New Jersey que sur une autoroute, bien sûr, où il suffit de suivre. Alors, il y a une autre approche au machine learning qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Alors, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien pour les jeux, c'est-à-dire qu'on peut entraîner nos collègues de DeepMind, bien sûr, on fait des démonstrations éclatantes de ce genre d'approche pour des systèmes qui jouent au Go. En ce qui nous concerne, à Facebook, on a travaillé à des systèmes similaires pour jouer à Doom, par exemple, en gagnant des compétitions. On travaille en ce moment sur un système qui peut jouer à StarCraft, qui est beaucoup plus difficile. Mais il y a un problème avec l'apprentissage par renforcement, c'est que ça prend énormément de temps à apprendre. C'est-à-dire que DeepMind, par exemple, a fait beaucoup d'expériences à entraîner des systèmes à jouer aux jeux Atari classiques.
Et si on regarde combien de temps ça prend à une machine pour arriver à, disons, un niveau de performance humaine, ça leur prend entre 100 et 200 heures, en fait, pour arriver à un niveau à peu près potable, alors que pour tout un chacun dans cette pièce, ça prendrait quelques minutes en fait de jeu pour arriver à cette performance. Donc il y a un problème, c'est que ça prend beaucoup d'exemples, apprentissage par renforcement, pour arriver à une performance quelconque, et ça nécessite une interaction avec l'environnement. Alors ça marche pour les jeux, parce qu'on peut faire tourner les jeux sur une centaine de machines en parallèle, on peut les faire tourner très rapidement, mais ça marche pas quand on veut entraîner une machine, par exemple, à conduire une voiture. Si on veut entraîner une machine à conduire une voiture, il va falloir que le système, disons, tombe d'une falaise plusieurs milliers de fois avant de réaliser que c'est une mauvaise idée, et puis ensuite tombe d'une falaise encore quelques milliers de fois pour arriver à apprendre comment éviter de tomber de la falaise. Et bon, c'est pas seulement tomber de la falaise, c'est rentrer dans un platane, etc., quoi. Donc, c'est pas vraiment pratique pour le monde réel. Alors, il y a bien sûr des applications pratiques du reinforcement learning, mais c'est quand même très limité. On a beaucoup de mal, par exemple, à utiliser le reinforcement learning pour la robotique. Ça prend vraiment trop de temps. Donc, il y a quelque chose qui nous manque. On a l'apprentissage humain. On peut apprendre à conduire une voiture ou même à faire voler un avion avec à peu près 20 heures d'entraînement et sans jamais se planter. Disons, pour la plupart d'entre nous. Donc, très clairement, l'apprentissage humain et animal est beaucoup, beaucoup plus efficace que les méthodes qu'on a à l'heure actuelle à notre disposition. Donc, il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque ? Ce qu'on peut faire avec l'IA en ce moment, c'est effectivement des systèmes d'assistance à la conduite, d'analyse d'images médicales, etc., etc. Des chatbots qui sont stupides, mais qui quelquefois sont utiles, en tout cas pour donner la météo et jouer de la musique. Mais on ne peut pas avoir vraiment d'assistants intelligents virtuels parce qu'on n'a pas de machines qui ont du sens commun, qui ont un peu de bon sens, quoi. Les machines à l'heure actuelle sont très très limitées. Elles ne peuvent répondre qu'à des scénarios qui ont été scriptés par des gens. Les systèmes d'apprentissage sont bons pour la perception, ils sont bons pour la production de paroles, mais pas très bons pour le raisonnement. Et c'est ça qui manque en fait à ces machines. On ne peut pas faire des robots ménagers qui vont vider notre lave-vaisselle ou le remplir. On n'a pas de système qui est capable d'intelligence générale. On n'a pas les techniques pour ça. C'est un problème scientifique, c'est pas un problème technologique. C'est pas parce qu'on a des machines qui sont pas assez puissantes, on n'a pas les principes. Alors, je vais sauter ça parce que j'ai pas assez de temps. Je vais quand même mentionner une chose très rapidement, c'est que la manière dont on construit des réseaux de neurones à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on écrit un programme qui est une succession d'instructions dont la fonction n'est pas complètement déterminée, mais en fait un module dans un réseau de neurones, si vous voulez. Et donc, on peut imaginer que c'est une nouvelle manière d'écrire du software, donc certains l'ont appelé Software 2.0, qui consiste à, en fait, non pas écrire un programme dont toutes les opérations sont exactement déterminées, mais à assembler des modules dans une espèce de graphe dynamique qui dépend de l'exécution du programme, et dont la fonction est finalisée par entraînement. Et donc c'est une nouvelle manière de programmer, si vous voulez. Et ça va se généraliser avec des plateformes logicielles telles que PyTorch, auquel Facebook contribue très largement, ou TensorFlow, qui est la plateforme équivalente pour Google. Donc ça, c'est les deux plateformes un petit peu dominantes pour le deep learning. PyTorch a cette idée de graphe dynamique et de programmation différenciable vraiment implémentée à bas niveau. TensorFlow un petit peu moins. Mais bon, il rattrape le coup. Donc comment apprennent les humains et les animaux ? Alors si on parle aux psychologues du développement, comme Emmanuel Dupoux, qui est à l'École normale supérieure ici, si les enfants apprennent énormément de concepts de base par observation, avec très peu d'interaction avec le monde, mais ils apprennent une quantité de savoir de base sur le fonctionnement du monde qui est absolument énorme dans les premières semaines et mois de la vie. Donc si on montre à un jeune enfant de 4 ou 5 mois ce genre de scénario où une petite voiture est poussée d'une plateforme et ne tombe pas, l'enfant dit « ouais, ok, c'est la manière dont le monde fonctionne, pas de problème ». Après 8 mois, si on montre ce scénario à un jeune enfant, il fait ce genre d'expression. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et la raison, c'est qu'entre-temps, le bébé a en fait compris qu'il y avait la gravité, qu'un objet ne pouvait pas flotter dans l'air, qu'il devait tomber. Et donc, ça l'étonne beaucoup. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si les enfants en fait, ont acquis un truc particulier, enfin disons une capacité particulière.
Alors, il faut que je m'excuse parce que il y a eu un petit décalage d'alignement ici sur les chiffres, malheureusement. Alors imaginez que tout ça et que l'échelle ici est un petit peu dilatée. Donc ce genre de concept, la distinction entre les objets animés et inanimés, la notion de stabilité, etc., la gravité, l'inertie, donc la physique intuitive, ça apparaît entre 6 et 8 mois. Donc l'échelle n'est pas bonne ici. Et avant ça, non. Donc on apprend tout ça par observation. Et on n'est pas les seuls. Les animaux aussi le font. Donc regardez ce bébé orang-outan. Hein. C'est un bébé orang-outan. On lui montre un petit tour de magie. Enfin, pas vraiment de magie. On met un objet dans un gobelet. On enlève l'objet sans lui montrer. Et puis ensuite, quand on lui ouvre le gobelet qui est maintenant vide, il se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'objet devrait être dedans. » Et il se roule de rire. Donc très clairement, il a développé déjà un modèle du monde qui dit que les objets ne peuvent pas disparaître comme ça. Alors les orang-outans sont presque aussi intelligents que les humains, n'ont pas de langage, ne sont pas des animaux sociaux, ont très peu d'interactions les uns avec les autres, autre que la relation mère-enfant. Pourtant, ils sont très intelligents. Comment peut-on reproduire ça avec les machines ? Ils apprennent énormément de choses sur le fonctionnement du monde par observation. Ils peuvent construire des maisons tous les soirs, etc. Alors, bon, il y a ces deux types d'apprentissage dont j'ai parlé, par renforcement et supervisé, mais il y a un troisième type d'apprentissage que les humains et les animaux utilisent, que j'appelle ici l'apprentissage auto-supervisé, self-supervised learning, qui consiste à apprendre comment le monde fonctionne par observation et se construire des modèles prédictifs du monde par observation. Et c'est ça qu'on voudrait bien pouvoir faire avec les machines. En ce qui me concerne, je pense que c'est une étape essentielle à faire des progrès vers l'intelligence artificielle dans lequel les machines auront un petit peu de sens commun. C'est par l'accumulation de tout ce savoir sur le monde qu'on pourrait avoir des machines qui acquièrent le sens commun. Donc ça m'a conduit à cette analogie un petit peu ennuyeuse pour les gens qui travaillent sur l'apprentissage par renforcement. Mais c'est que si l'intelligence est un magnifique forêt noire, le gâteau, la génoise du gâteau, c'est l'apprentissage auto-supervisé, et puis le glaçage, c'est l'apprentissage supervisé en termes de quantité d'informations qu'on donne à la machine pour apprendre. Et puis l'apprentissage par renforcement, où on dit simplement à la machine si ce qu'elle a produit est correct ou pas. En fait, on lui donne très très peu d'informations. On lui donne pas la réponse correcte. On lui dit simplement si ce qu'elle a produit était correct ou pas. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors c'est un forêt noire. La cerise sur le gâteau n'est pas optionnelle, mais en termes de quantité d'informations, de ce qu'on acquiert sur le savoir du monde, la grosse partie du savoir qu'on acquiert est par apprentissage auto-supervisé. Il n'y a qu'une toute petite partie qui est par apprentissage supervisé et une partie encore plus petite par apprentissage par renforcement. Alors c'est un petit peu décevant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que en fait, l'apprentissage par renforcement était vraiment l'essence de l'intelligence et qu'on arriverait à faire des machines généralement intelligentes à faire ça. Avec ça, je n'y crois pas. Il y a encore des débats là-dessus. Hein. Donc, la prochaine révolution de l'IA ne sera pas supervisée. C'est un espèce de jeu sur un poème des années 60. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que le sens commun ? Et le sens commun, c'est la capacité à remplir les trous d'information. C'est-à-dire que, pour ceux qui sont en face ici, vous ne voyez pas mes jambes, mais vous pouvez imaginer à quoi elles ressemblent, parce que vous savez, vous avez beaucoup de savoir de base sur à quoi ressemblent les humains en général. Vous avez une zone, aveugle dans votre champ visuel, parce que votre rétine a un trou pour laisser passer les fils du nerf optique. On ne s'en rend pas compte, on n'en est même pas conscient, parce que notre cerveau, en fait, remplit ça. Donc c'est un peu remplir les trous. On peut prédire le futur, on peut prédire les conséquences de nos actions, et ça nous permet de planifier. Et c'est ça, en fait, l'essence de l'intelligence, c'est la capacité à prédire. Donc comment pourrait-on entraîner les machines à prendre des modèles prédictifs du monde? C'est un peu ça la chose. Et c'est des choses que les gens, je vois que Mark Ribot est ici, donc ce qu'on utilise en robotique, c'est qu'on construit des modèles du robot, des modèles dynamiques du robot, pour justement pouvoir faire la planification du mouvement des robots. Mais très souvent, ces modèles sont construits à la main. En fait, la grande expertise de la compagnie de Mark Ribot, c'est exactement de pouvoir construire ces modèles dynamiques à la main et de les utiliser pour la planification et puis de raffiner en fonction des conditions. Mais
la question c'est est-ce qu'on peut apprendre des modèles du monde et des modèles de soi-même spontanément par observation? Et en fait, c'est un petit peu à la base d'un système intelligent. Si on veut construire un système intelligent autonome, il doit avoir, pour pouvoir prédire à l'avance les conséquences de ses actions et puis l'évolution du monde, il doit avoir une espèce de simulateur du monde, si vous voulez, un modèle du monde. Et c'est vraiment ça la source de l'intelligence. Chez les humains, toute la partie frontale du cerveau sert à ça, en gros. L'arrière sert plutôt à la perception, le milieu au contrôle moteur, et tout l'avant, ça sert à la prédiction. Et puis il y a un truc aussi à la base qui nous motive. Donc, sans entrer dans les détails, il y a eu des travaux sur la question à Facebook, sur essayer d'entraîner le système de faire des prédictions, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment prédire exactement ce qui va passer dans le monde, à cause du fait que le monde n'est pas entièrement prédictible. Donc, si je mets un stylo sur une table et que je laisse tomber, on ne peut pas exactement prédire dans quelle direction il va tomber. Donc, si j'ai un système qui prédit le crayon va tomber vers la gauche, et qu'en fait, quand je fais l'expérience, il tombe vers l'arrière, ces deux prédictions en fait sont correctes. On ne veut pas dire au système qu'il s'est trompé. On veut lui dire, bon, ok, la réponse que tu as produite n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais conceptuellement, c'est la même chose. Donc il faudrait pouvoir entraîner le système en lui disant, en fait, il y a toute cette série de réponses plausibles, et si tu produis une prédiction qui est dans cet ensemble de réponses possibles, dans cette espèce de ruban rouge, là, on ne va pas te punir, c'est seulement si tu sors de ce ruban rouge qu'on va te punir. Mais évidemment, on ne connaît pas ce ruban rouge, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement entraîner un second réseau de neurones, en fait, à nous dire si on est sur le ruban rouge. Que va faire ce second réseau de neurones? Il va apprendre à distinguer le ruban rouge, donc qui est ici bleu, mais bon, du reste. Donc une espèce de fonction contraste qui dit, oui, on est sur le ruban ou on est à l'extérieur. Et ça, c'est l'idée de base d'une technique qui est apparue ces dernières années, qui s'appelle l'apprentissage adversaire, qui a pris un petit peu tout le monde par surprise et qui a suscité beaucoup d'intérêt à cause des performances. Je vais vous montrer quelques exemples après. Dans lequel on entraîne ce discriminateur, donc cette fonction, à distinguer ce qui se passe effectivement dans le monde par rapport à ce qui est faux. Et ce qui est faux, en fait, est produit par un de ses prédicteurs. Et ces deux réseaux neurones s'entraînent l'un contre l'autre. Celui-là à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, donc les vraies prédictions. Donc ça, c'est pour la prédiction vidéo. On montre un petit segment vidéo initial, et puis on demande à la machine de prédire ce qui va se passer, quelques trames dans le futur. Donc celui-là s'entraîne à dire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le générateur s'entraîne à produire des exemples que le discriminateur ne peut pas distinguer comme étant faux. Et il peut tricher, c'est-à-dire qu'il peut savoir comment modifier sa sortie de manière à ce que le discriminateur ne puisse pas faire la différence. Donc c'est l'idée de l'apprentissage adversaire. Donc au fur et à mesure que le système s'entraîne, le discriminateur commence à connaître la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais en même temps, le générateur apprend à produire des exemples que le discriminateur ne sait pas identifier comme faux. Alors, les premières démonstrations éclatantes de ça datent de quelques années déjà, dont un des auteurs de cet article est à Facebook, où ils ont entraîné un système de ce type-là sur des images de chambres à coucher. Et puis ensuite, le réseau, en fait, on lui donne une série de nombres aléatoires et il produit une image de chambre à coucher. Et ces images de chambre à coucher, en fait, n'existent pas. Mais elles sont tout à fait raisonnables. Elles ont toutes un lit, une fenêtre, etc. Donc ça, c'est les travaux plus récents de nos collègues à NVIDIA, qui ont un système de ce type-là, qui produit des images. Donc ils ont entraîné ce système sur des photos de gens célèbres, en général des gens d'Hollywood. Et puis ensuite, même chose, une série de nombres aléatoires dans le réseau neurone, une belle image d'une personne, un portrait sort de l'autre côté. Et donc ça, ce sont des portraits de célébrités qui n'existent pas. Mais bon, qui sont probablement interpolés par rapport à des célébrités qui existent. À Facebook, il y a des travaux un petit peu similaires qui utilisent aussi l'apprentissage par adversaire, mais dans un contexte un peu différent que je ne vais pas expliquer, et qui permettent en fait d'avoir des boutons de contrôle de l'image qui est produite. Donc voilà une jeune femme qu'on peut rendre vieille ou plus jeune. Même chose ici, une dame qu'on peut rajeunir, une personne ici qu'on peut rendre plus femelle ou plus mâle, etc. Donc ça donne un petit peu de contrôle. En fait, donc, il va y avoir beaucoup d'applications de ces systèmes pour l'aide à la production de contenu.
On travaille aussi sur la prédiction vidéo. Je vais accélérer un petit peu et juste vous montrer un exemple qui est pour la prédiction vidéo dans le contexte d'images prises à partir d'une voiture où on voudrait bien, pour pouvoir conduire, en fait prédire ce que vont faire les gens autour pour essayer d'éviter les accidents avant qu'ils arrivent. Donc prédire par exemple que des piétons vont continuer à traverser la rue quand ils ont commencé à traverser, que la voiture qui commence à tourner à gauche va continuer à tourner à gauche, etc. Donc ça, ce sont des petits segments vidéo dans lesquels les 4 premières trames sont observées et les 3 dernières sont prédites. Et le système peut prédire en fait où les objets vont bouger. Donc je vais conclure avec un petit peu le futur de l'IA. Alors, on a assisté à quelque chose de vraiment intéressant, qui est que dans l'histoire de la science et de la technologie, très souvent, l'artefact technologique a précédé la science qu'on a construite autour. Dans le passé, le télescope, le microscope et la lentille ont été inventés avant la théorie de l'optique. Le moteur à vapeur ont été inventés avant la thermodynamique. En fait, la thermodynamique a été inventée pour expliquer l'efficacité ou la non-efficacité des moteurs à vapeur, l'impossibilité de mouvements perpétuels, etc. L'aérodynamique a été largement développée après l'invention de l'avion. L'informatique, bien sûr, a suivi l'invention des calculateurs et des premiers ordinateurs. Et puis, certainement, la théorie de l'information a suivi l'invention de la radio et des communications à distance. Donc, la question qu'on peut se poser scientifiquement, c'est quel est l'équivalent pour l'intelligence? Est-ce qu'il y a une science de l'intelligence qui va suivre l'invention d'artefacts intelligents, de machines intelligentes? Et c'est un petit peu mon programme de recherche pour les décennies qui viennent, découvrir un petit peu les mécanismes sous-jacents et les principes qui sous-tendent l'intelligence, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Merci de votre attention.